Nous sommes en compagnie de Sacha et Naomi. Vous êtes membres du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Vous avez lancé un appel à une grève générale de l'industrie du jeu vidéo qui aura lieu le jeudi 13 février prochain. Cette initiative vise à obtenir des conditions de travail dignes et à instaurer une industrie plus stable et responsable. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les raisons principales qui ont motivé justement cet appel à une grève générale ? Déjà, depuis notre création, depuis 8 ans maintenant, on a traité beaucoup d'affaires, on a pu voir beaucoup de choses se passer, on a recueilli beaucoup de témoignages et on a identifié plusieurs problématiques qui ont complètement explosé ces dernières années dans notre industrie. En premier lieu, c'est le manque en fait, de respect des travailleurs sur les sujets de santé, par exemple, sur le sujet de l'explosion des burn-out, en fait, des problèmes de dépression qui se passent dans les entreprises. Il y a un manque total aussi de stratégie en fait, sur les productions de jeux vidéo. Et ça mène en fait droit dans le mur toutes les productions qui subissent des échecs commerciaux à la sortie d'une production, qui font faillir l'entreprise au final. Et c'est ces choses-là en fait qui nous ont conduit. On a essayé de mener des négociations, on a obtenu quelques victoires, mais les patrons et les patronnes ne nous écoutent pas en fait. Donc on a décidé de lever d'un cran le niveau de l'action, et donc c'est pour ça qu'on fait une grève générale le 13 février. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur ces petites victoires que vous avez pu avoir ? Bien sûr, on a eu par exemple des négociations qui ont été fructueuses dans certains studios. On pense par exemple à Amplitude. On a accompagné énormément de travailleurs et de travailleuses en justice pour des cas divers et variés. On fait aussi énormément de soutien moral. On a le fait d'être un syndicat de travailleuses, ça veut dire qu'on est implanté dans beaucoup de boîtes, on a un réseau d'information qui circule bien, on fait de la formation, on établit en place du coup nos réseaux, parce que le patronat il s'organise et nous on s'organise également contre ça pour riposter et faire valoir nos droits. Et justement, quel changement est-ce que vous espérez concrètement en fait à la suite de cette grève ? Déjà, le plus important, c'est le maintien de tous les emplois, parce que les plans de licenciement se sont décuplés. Surtout, vous avez dit le chiffre, en 2014, c'est 14 000 licenciements qui ont été recensés par la GDC. Donc c'est d'abord l'annulation de ces plans de licenciement. Ensuite, c'est la transparence des entreprises sur leur santé économique et financière. En fait, les travailleurs et les travailleuses dans les productions, elles n'ont aucune idée de comment se porte l'entreprise financièrement. Et ça rend impossible le fait de se projeter dans sa carrière, dans son entreprise. Il n'y a aucune transparence, en fait. Voilà. Et aussi le fait de pouvoir participer aux décisions de l'entreprise. Ça éviterait tellement d'échecs, tellement de problèmes qu'il y a eu ces dernières années dans les studios de jeux vidéo. Au XXIe siècle, la démocratie, c'est pas juste les élections présidentielles. On en a aussi besoin dans les entreprises pour pouvoir éviter tous ces problèmes-là qui ont été prédits au préalable par les travailleurs et les travailleuses des entreprises. Et ensuite, c'est la prise en compte du sujet de la santé, le handicap, les problèmes de santé. Aujourd'hui, quand on en parle à un patron ou une patronne, c'est soit de l'indifférence, soit de l'hostilité assumée que les travailleurs et les travailleuses subissent. Et c'est à ça qu'on veut mettre fin, tout simplement. Et justement, c'est ça qui est marquant, c'est pourquoi est-ce que la santé au travail est devenue un point si important, un point central dans vos revendications ? Parce que ça, c'est des choses qu'on mesure dans le sens où la représentation du personnel, elle a le droit aux chiffres sur les arrêts maladie, sur les congés sans solde qui sont pris, sachant qu'il y a beaucoup de congés sans solde qui sont pris pour ne pas péter un câble. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sacrifient du salaire pour pouvoir se préserver certaines fois. Et ça, c'est des chiffres auxquels on a accès. Et en fait, on se rend compte que quand... on regarde ce qui s'est passé sur les dernières élections CSE qu'on a remportées, ces chiffres explosent. En fait, on a des directions de plus en plus autoritaires. Il y a une véritable perte de sens au travail, des négligences qui sont assumées sur les troubles musculo-squelettiques, sur les travailleuses en situation de handicap, des conditions de recrutement qui sont hostiles, dans le sens où, par exemple, le télétravail,
il y a des boîtes qui vont carrément le refuser, alors que c'est un facteur d'inclusion pour pas mal de personnes. Et ça, du coup, c'est, comme tu l'as dit, vraiment pas pris au sérieux par les boîtes, voire de la moquerie, en fait. On reviendra justement tout à l'heure sur le télétravail. Et est-ce que cette analyse-là qu'on fait justement de cette situation de l'industrie du jeu, est-ce que ça se passe uniquement en France ou est-ce que ça touche également en fait d'autres pays à l'étranger ou est-ce que c'est vraiment ça se tient à la France, quoi? Ça se passe vraiment pas qu'en France. En fait, c'est une crise sociale avant d'être une crise économique. En fait, on a assisté à une véritable financiarisation du jeu vidéo, ce qui fait qu'on a des productions de plus en plus chères, de plus en plus longues, et le premier poste de dépense dans le jeu vidéo, c'est les travailleuses. Du coup, quand on a des productions qui se cassent la gueule, ne fonctionnent pas ou mettent des années à sortir, le moyen de couper les coûts, c'est de virer les travailleuses. En France, on a été un peu préservé de ça parce qu'on a un code du travail qui nous permet de ne pas être viré n'importe quand, comme on a pu voir aux États-Unis, au Canada, ou les conditions de travail déplorables qu'il peut y avoir dans les studios de sous-traitance en Asie du Sud-Est, par exemple. Du coup, ça a mis un peu de temps à arriver, mais par exemple, à Dontnod, ils ne sont pas privés de faire un plan de licenciement parce que la situation économique de l'entreprise est catastrophique et dénoncée depuis des années par les représentants du personnel. Donc, non, cette situation, elle est globale et surtout, le patronat, il a sa part de responsabilité là-dedans. Et une des raisons pour lesquelles on fait cette grève aussi, c'est distribuer les responsabilités aux personnes qui en sont responsables. Il y a une mauvaise gestion qui a été faite, il y a un manque de vision qui a été fait. On est complètement tributaire de cette financiarisation de la production de jeux vidéo. Et en fait, maintenant, il est temps de distribuer les responsabilités. Justement, on va parler un peu du cas Ubisoft, parce qu'autrefois, c'était un fleuron du jeu vidéo français, et il semble s'enfoncer de plus en plus dans une crise majeure. Donc, il y a la gestion interne, les échecs commerciaux récents et la concurrence accrue sont mis en cause. Et donc, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, il y a aussi une stratégie de production massive, notamment les franchises comme Assassin's Creed, donc, qui montrent des limites. Donc, la sortie du jeu, là, vient d'être à nouveau repoussée. Pareil, il y a des problèmes liés aux conditions de travail et au licenciement qui accentuent ces tensions. Il y a la direction qui a organisé une concertation sociale pour calmer les tensions pendant justement que votre syndicat craint, je cite, une vente à la découpe. Pourquoi est-ce que la direction d'Ubisoft a-t-elle décidé d'imposer justement 3 jours de travail présentiel par semaine? Et en quoi cette politique justement de télétravail imposée par la direction a-t-elle cristallisé un peu les tensions? L'abandon la reprise du travail en présentiel, alors que pendant la crise du Covid, qui d'ailleurs n'est pas terminée, on a proposé aux gens de travailler de chez eux. Il y a des gens qui ont trouvé un équilibre professionnel et personnel dans le télétravail. Il y a des travailleuses en situation de handicap à qui ça permet justement de travailler pour Ubi. Et en fait, cette chose-là, le retour en présentiel, c'est aussi un outil de contrôle du patronat. On va pouvoir faire du micromanagement, remettre les gens dans les open space qui sont un facteur incroyable de risques psychosociaux au sein des entreprises. C'est des endroits où il y a du bruit, où on est perturbé, où le management passe derrière les écrans pour contrôler ce qui se passe. Et en fait, temporaliser ça sur une semaine, c'est-à-dire 3 jours de présentiel sur une semaine, ça permet de s'assurer que les gens doivent vraiment adapter leur vie privée à ça. Ce n'est pas des gens qui habitent à 500 km et qui ont pu, je sais pas, acheter une maison, faire leur vie de famille, etc., qui vont pouvoir se permettre de faire ça. Donc oui, effectivement, il y a une trahison qui est ressentie de beaucoup de travailleuses actuellement par rapport à ça. Et je pense aussi une incompréhension de pas mal de personnes de ce revirement, en fait. Est-ce que vous pensez, justement, suite à cet appel à la grève générale et à tout à cette, on va dire, concertation sociale, est-ce que vous pensez que la direction, elle va revenir sur, justement, ces 3 jours en présentiel, ou est-ce qu'il y a un espoir ou pas du tout? Justement, c'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'on a plein de bonnes raisons de défendre ça. Dans le sens où on sait ce que ça apporte en termes de santé, en termes d'équilibre de vie personnelle, en termes de possibilités de recrutement. Par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement expérimentés, qui acceptent que le télétravail maintenant, donc même dans l'intérêt de l'entreprise, elle devrait accepter ce genre de choses. Maintenant,
Le rapport de force, il est en train de se construire. Nous, on leur souhaite de négocier des accords en bonne et due forme avec les syndicats. Du coup, on laisse ça aux camarades qui sont sur place et on leur envoie de la force. Et justement, selon vous, comment est-ce qu'on peut apaiser justement le climat social dans ces entreprises? Comment on fait quand on voit que, d'une certaine façon, les choses un peu s'effondrent et ça se passe mal? Comment est-ce qu'on fait pour apaiser malgré tout le climat social? La paix sociale, ça s'achète. Et du coup, il faut que le patronat fasse des concessions, en fait. Il y a des choix qui sont complètement absurdes, qui même en plus leur tirent eux-mêmes dans les pattes pour des considérations purement capitalistes. Par exemple, les productions qui rapportent de moins en moins, parce que c'est pas ce que souhaitent les joueuses, parce qu'on leur sort le 20e ersatz du jeu qui a fonctionné, parce que c'est une logique capitaliste. En fait, le capitalisme, c'est un système qui est accro au crack, qui voit un truc qui fonctionne et qui va vouloir refaire la même chose. C'est ce qu'on promet aux actionnaires et c'est ce qu'on dit. Ubisoft, c'est 4000 personnes en France. On dit aux 4000 personnes, vous allez refaire la même chose que ce qui a fonctionné. À partir de là, c'est pas vraiment ce que veulent les joueuses. On voit dans les critiques, les retours, etc., que les gens, ils attendent du changement. Les travailleuses, ils attendent de la place pour de l'expérimentation, de la recherche, de l'innovation. Et en fait, ça s'oppose directement aux intérêts du capital. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on leur souhaite, c'est de prendre mesure d'à quel point ils vont dans le mur, même pour eux, d'un point de vue complètement rationnel, et de laisser plus libre cours à tout ça, d'offrir plus de démocratie dans l'entreprise et dans les productions de jeux vidéo, parce que c'est des métiers créatifs, ça ne peut pas se faire sans démocratie. Justement, j'aimerais bien qu'on vienne sur cette notion de créativité, parce que dans tout ce qu'on a pu lire justement dans la presse, il y a un manque, enfin en tout cas vous reprochez le manque de créativité, on ne vous laisse pas assez de place, et pourtant on sait très bien dans le jeu vidéo à quel point la créativité est essentielle. C'est une de nos revendications, justement, c'est de pouvoir libérer l'esprit créatif des équipes de production. Aujourd'hui, on est souvent face à des studios où il y a un génie créatif qui décide de tout, qui est souvent le patron ou la patronne de l'entreprise, et qui a un contrôle complètement totalitaire sur la production, et qui ne permet pas aux équipes de pouvoir proposer des choses, de faire des retours productifs sur la finalité d'un jeu et d'un projet. Et donc, on assiste Donc, il y a ce problème-là du génie créatif qui décide de tout, mais il y a aussi les studios maintenant répondent de plus en plus à des investisseurs ou des fonds d'investissement ou des capitaux étrangers. Et donc, c'est un peu cette logique de répétition de choses qui ont déjà marché avant. On fait le même jeu, en plus grand, en plus tout ce qu'ils veulent. Force est de constater qu'à chaque fois, c'est des échecs. Ça marche de moins en moins, ces stratégies. Et pour pallier à ça, nous, notre solution, c'est d'impliquer tous les travailleurs et les travailleuses d'une production dans le processus créatif. En fait, on a toujours prédit qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui ne marcherait pas. Et le seul problème, pour arriver à une crise pareille, c'est qu'on n'a jamais été écouté, alors qu'on avait tout balancé sur chaque production. Donc ça c'est la mesure pour moi qui est la plus importante pour pouvoir libérer en fait la créativité de notre industrie qui est méthodiquement dépecée en fait de ça. Et justement, est-ce que vous avez reçu peut-être aussi le soutien des joueurs et des joueuses parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit comme quoi un joueur ou une joueuse quand il va jouer au numéro X d'un jeu, il va finir par en avoir marre, il n'y a rien qui change. Est-ce que vous avez reçu du soutien de leur part? Est-ce que vous avez aussi peut-être pensé à les solliciter dans vos actions? On a effectivement pensé à les solliciter. Du moins, on a mentionné, par exemple, dans notre conférence de presse que c'était également dans leur intérêt de soutenir les revendications qu'on a. Maintenant, les joueuses, ils ne sont pas organisés en tant que bloc monolithique. Et il y a plusieurs franges qui peuvent s'opposer dans leur approche. Par exemple, oui, on n'a aucun souci à recevoir des messages de soutien sur nos réseaux sociaux de personnes qui sont complètement d'accord avec nous. Et à l'opposé, on va avoir, ça aussi, c'est un risque pour la santé qui est extrêmement important à prendre en compte. C'est qu'il y a des communautés organisées
c'est référé sous le nom de Gamergate. C'est des communautés d'extrême droite qui ont leurs poncifs, leurs gourous, etc., qui se battent contre la diversité, l'inclusion et l'équité dans les jeux vidéo, donc la représentation de personnes LGBT, la représentation de personnes racisées, etc. C'est une frange qui est très vocale. Et eux, par contre, c'est complètement l'inverse du soutien. C'est des gens qui vont venir harceler les personnes qui travaillent sur les jeux vidéo. Et une de nos revendications, c'est également que les entreprises prennent en compte la mesure de ce harcèlement auquel sont exposées les travailleuses et mettent en place des protections fonctionnelles par rapport à ça. Et vous n'avez pas du tout été écouté là-dessus ? Pour le moment, on n'a pas du tout été écouté par rapport à ça. On a vu, par exemple, Square Enix au Japon qui a mis ça en place pour ses équipes. Ce n'est pas des demandes qui sont hors sol, vu qu'on voit d'autres entreprises le faire. C'est quelque chose qui existe dans le cadre de la fonction publique. Donc non, les personnes qui se font harceler sur leur lieu de travail et dans le cadre de leur fonction, c'est à l'entreprise d'assumer leur protection. C'est à l'entreprise de poursuivre en justice les personnes qui leur manquent de respect, les insultent, les harcèlent. Et justement, Ubisoft risque d'être donc racheté. Vous évoquez une vente à la découpe. Quelles seraient selon vous les conséquences pour Ubisoft et ses équipes ? C'est toujours quelque chose qui est délétère pour les travailleuses. On l'a vu avec la structuration ces dernières années de très grands groupes dans le jeu vidéo. On pense par exemple à Embracer, on pense à Microsoft, qui sont des groupes qui vont acheter énormément de studios, consolider tout ça et procéder à des licenciements. Bon, ça arrive dans le jeu vidéo. C'est pas une structure qui est nouvelle. Ça fait des années qu'on observe ça dans à peu près toutes les industries. On sait que c'est toujours mauvais pour les travailleuses. Même quand Microsoft a promis de ne pas faire de licenciement, finalement, ils se sont retrouvés parmi un des groupes qui a le plus licencié l'année dernière dans le jeu vidéo. Donc, ce serait effectivement une très mauvaise nouvelle pour les travailleuses. Et ce serait aussi, du coup, à nouveau... l'émission d'un capital étranger sur lequel on n'a aucun contrôle et dans le sens où il ne nous permet pas, nous, en tant que travailleuses et organisations syndicales, de négocier quoi que ce soit. Parce que plus la personne qui possède les fonds est loin, plus c'est compliqué de faire valoir ses droits. On voit que c'est compliqué dans les boîtes comme par exemple Quantic Dream, qui ont été rachetées par NetEase. On voit que même dans une structure de groupe qui est complètement française, par exemple le groupe Nacon, c'est extrêmement compliqué dans le groupe Nacon d'avoir accès au groupe pour négocier. On se retrouve à négocier dans des filiales qui, elles, n'ont aucun pouvoir de décision. Donc non, de toute façon, c'est toujours extrêmement délétère pour les travailleuses. Et justement, comment est-ce que vous interprétez la baisse de popularité d'Ubisoft ou d'autres justement studios auprès des joueurs et des critiques ? Est-ce que c'est uniquement lié au fait qu'on refait toujours les mêmes jeux avec des versions différentes ? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, justement, d'autres éléments qu'on pourrait modifier pour un peu sauver ces maisons ? C'est le principal problème, hein. C'est le manque d'âme, le manque de créativité, d'originalité dans les jeux que Ubisoft sort récemment. Ça, c'est, comme on l'a dit, c'est un problème de gestion de la production, de discussion, de participation des travailleurs et des travailleuses aux décisions et aux objectifs créatifs de la production. Après, c'est pas à nous de sauver Ubisoft. Ubisoft s'est mis dans cette situation-là, dans cette crise-là, uniquement dû à sa direction et à son patron Yves Guillemot, qui a enchaîné les décisions catastrophiques qui ont été prédites, comme d'habitude, par l'ensemble des salariés d'Ubisoft. Et donc, c'est pas à nous de sauver son image ou de rétablir ses performances rêvées d'un autre âge. C'est tout simplement laisser faire les travailleuses et les travailleurs d'Ubisoft faire leur travail correctement, leur laisser faire les jeux qu'eux aimeraient faire. Et ça, c'est la recette magique pour faire un bon jeu. C'est tout simplement faire des jeux qu'on aime bien. Et est-ce que ces studios peuvent se faire aussi avec on va dire, leur avenir, il peut se créer autour d'une indépendance aussi autour des studios de jeux vidéo ? Il pourrait effectivement se créer autour de ça, mais en fait, je pense qu'on préférerait parler d'autogestion et de démocratie, dans le sens où
c'est pas un problème, parce que actuellement, quand on dit les jeux indépendants, on a tendance à plus parler de studios de taille plus petite. La taille d'une production, c'est pas forcément ce qui va la sauver. C'est sûr que c'est plus facile d'imaginer l'autogestion, etc., dans des petites entreprises, mais les gens, ils n'ont pas envie de jouer à des jeux moins gros. Ils veulent profiter de tout le spectre. Ils veulent des productions qui sont faites par des milliers de personnes, comme des productions qui sont faites par une personne dans leur coin. Et le truc, c'est que l'autogestion, elle n'est pas incompatible avec des productions qui dureraient 5 ans pour 1000 personnes, en fait. Donc je ne pense pas que ce soit le modèle de taille du AAA qui soit problématique. C'est le problème qui est induit par la financiarisation. C'est des jeux qui coûtent très cher, donc dès qu'il y a des actionnaires à qui il faut répondre, on tombe encore plus dans des hiérarchies qui sont très autoritaires, et la décision est encore plus retirée des mains des travailleuses. Donc c'est pas un problème de taille, c'est un problème de méthode. Et du coup, oui, la solution, ce serait de reprendre les moyens de production. Et justement, peut-être un petit point sur les jeux AAA pour ceux qui ne savent pas, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Oui, pardon, les AAA, c'est les jeux à très gros budget. Donc, c'est des jeux qui dépassent souvent des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est des jeux qui sont produits par qui appartiennent à des éditeurs directement. Et du coup, pour conclure, comment est-ce que ça va se passer justement cet appel à la grève le 13 février? Quels sont, pour résumer un peu, qu'est-ce que vous attendez de cet appel à la grève? On attend déjà la réaction du patronat par rapport à ça, parce que nous, on voit ça un peu comme une page qui se tourne, dans le sens où le STJV, il a été créé en 2017, il a eu le temps d'évoluer entre-temps, on a fait nos constats, etc. Maintenant, on estime qu'on est assez fort pour taper du poing sur la table et se faire entendre. On est le syndicat qui est majoritaire dans l'industrie du jeu vidéo. On a eu des victoires, on voit que nos méthodes, elles fonctionnent. Et du coup, c'est aussi l'occasion de mobiliser et de se compter et de s'organiser. Donc déjà, c'est quelque chose pour nous. Ensuite, taper du poing sur la table, c'est pour se faire entendre auprès du patronat. Peu importe les décisions qu'ils prennent derrière, nous, on sait que les mouvements comme ça se construit au fil du temps. C'est pas une date butoir à partir de laquelle on estimera que tout sera réglé. C'est plutôt un marqueur temporel c'est là que ça commence pour de vrai. Très bien. Merci beaucoup, Sacha, Naomi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous. Merci également à l'ensemble de l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui permet de créer tous les jours ce programme. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46.